Beaucoup, Sophie, en tout cas, pour l'invitation. Ravie d'être ici, de présenter. En fait, c'est ce qui s'avère être un papier sur lequel j'essaye de travailler actuellement, qui récapitule aussi un petit peu, ce qui fait très peur aux jeunes doctorants, la thèse de ma thèse, cette terrible chose. Et donc, c'est quelque chose que j'avais déjà commencé à écrire à la fin de ma thèse et que là, aujourd'hui, je suis en train de reprendre. Et je suis, à vrai dire, tout à fait heureuse d'avoir été gentiment poussée à recadrer un petit peu la présentation parce que de fait, je trouvais que ça donnait un angle vraiment intéressant, d'autant plus que c'est toujours un peu difficile de faire sens voilà, d'un travail de plusieurs années, de plusieurs centaines de pages, etc., et de réussir à condenser ça de manière intéressante et pertinente en, disons, une dizaine, une quinzaine de pages. Donc, je vais faire de mon mieux pour tenir les 30 à 40 minutes. Normalement, j'en étais à 40 la dernière fois. Ça va aller un peu plus vite avec le stress, mais ne t'inquiète pas, ça va le faire. Bon, peut-être quand même d'abord quelques petits mots d'introduction. Donc, Sophie l'a déjà dit, j'ai fini ma thèse en 2022. Suite à 4 années d'un projet de recherche donc, qui ont eu lieu entre 2018 et 2022. Et c'était un projet qui portait vraiment sur le régime d'asile européen commun, donc le système d'asile en fait, de l'Union européenne, enfin en tout cas les règlements, les directives, les politiques publiques qui le constituent. Et c'était un projet qui était issu d'une interrogation qui avait émergé, disons, en 2016-2017, où j'avais mené un autre projet de recherche, cette fois-ci sur le droit d'asile français, sur une réforme du droit d'asile français qui, en fait, reconnaissait officiellement l'orientation sexuelle, le genre, comme motif de protection. Et au cours de cette recherche, je me suis aperçue que, bon, alors évidemment, les Français disent toujours que voilà, c'est les grands principes, les valeurs de la République, etc., etc. En réalité, il s'agissait de la transposition de textes européens. La Commission avait gentiment indiqué à la France que la transposition n'était pas entièrement effective et que donc il allait falloir faire quelque chose. Voilà. Donc, moi, je me suis interrogée sur ces textes européens. Je voulais savoir un petit peu d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils disaient. Et je me suis rendu compte qu'il y avait très peu de choses dessus, en réalité. Il y avait assez peu de choses, en tout cas, en ce qui concerne l'orientation sexuelle et l'identité de genre dans ces textes. Évidemment, il y a une littérature très large, de manière générale, sur le droit d'asile européen. Et puis, ce que j'ai trouvé qui m'a vraiment posé question, en fait, à l'époque, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, l'orientation sexuelle, dans ces textes, elle est reconnue depuis, comme motif de protection depuis 2004. 2004, ça fait quand même un petit bout de temps. Enfin, en tout cas, en termes d'évolution des mentalités, notamment sur les questions d'orientation sexuelle, de genre, etc., c'est quand même, il y a eu des évolutions entre-temps. Et je ne comprenais pas comment ça se faisait, en réalité, que dès 2004, on avait ces textes qui reconnaissaient l'orientation sexuelle dans le droit d'asile européen. Ça me paraissait un peu étrange. Jeune chercheuse à l'époque, j'ai fait mon état de l'art. Je vais passer un peu rapidement dessus, mais c'était pas, comment dire, j'ai pas trouvé réellement de clé, en fait, qui me permettait d'expliquer ce phénomène. D'une part, parce qu'une grande partie de la littérature sur l'asile LGBT, elle est très centrée, on va dire, sur la question de l'homophobie, de la transphobie dans les systèmes d'asile, ce qui est très intéressant, mais n'éclairait pas vraiment la fabrique des politiques publiques au niveau européen. Et puis d'autre part, parce qu'il y a une part désormais grandissante de cette littérature qui se centre sur la notion d'homonationalisme, donc l'idée qu'on instrumentaliserait, qu'on coopterait en fait les droits LGBT, les questions de genre, dans un espèce de projet on va dire, de hiérarchisation entre les pays du Nord global, du Sud global, et que donc ce serait finalement, voilà, on protège les demandeurs d'asile LGBT parce qu'on est bien content de montrer que nous, on est civilisés, qu'on est progressistes, etc. Mais là encore, on parle de l'Union européenne, et ce que je m'étais dit quand j'ai commencé ma thèse, c'est que si c'est vraiment l'homonationalisme qui unit les 27 États membres, je veux bien y croire, je veux bien faire l'hypothèse. Mais il va falloir quand même étayer tout ça un petit peu empiriquement parlant, parce que c'est pas si évident que ça, en réalité. Et puis bon, la dernière catégorie, on va dire, de cette littérature, c'est vraiment celle qui pose l'asile LGBT, les politiques d'asile LGBT comme une catégorie d'administration.
Donc ça, on va avoir les travaux, par exemple, de Ahmed Amila au niveau européen, qui sont très importants, très intéressants là-dessus. Mais ça reste quand même, une fois de plus, une littérature qui est plutôt centrée sur le niveau national et qui va regarder comment, en fait, en octroyant l'asile au jour le jour, bah, on constitue ces catégories. Or, l'Union européenne n'octroie pas l'asile. L'Union européenne a des directives, des règlements. Aujourd'hui, l'Agence européenne pour l'asile joue un rôle de plus en plus important dans l'évaluation de ces demandes d'asile, notamment en Grèce, etc. Mais la décision finale n'est pas prise, en fait, par les institutions de l'Union européenne. Donc ça me paraissait quand même être une limite, on va dire, à cette littérature-là. Donc l'objectif de ma thèse, c'était de poser cette question, de l'analyser au prisme de vraiment des processus de politisation, dépolitisation. Pour cette présentation, j'ai décidé de vraiment me centrer plutôt sur comment on peut retracer, réincarner la trajectoire de cette politique publique, en fait, cette reconnaissance du droit d'asile pour les personnes LGBT au niveau européen, et surtout interroger en quoi ça témoigne peut-être de certaines transformations dans la manière, dans la capacité de l'Union européenne à se saisir, mais aussi à être saisie. C'est surtout ce qui s'est passé, notamment au début, de certaines causes, et donc par certains aussi militants. Alors, je ne sais pas à quel point ceux qui sont présents ici connaissent le régime d'asile européen commun. Je vais être très brève là-dessus, c'est juste pour vous donner quand même un peu des repères, on va dire, en termes de date, parce que si vous y connaissez rien, ça va être compliqué sinon. Donc c'est un régime qui a commencé, on va dire, qui a commencé à être négocié à la fin des années 90. On a un premier package qui va être à peu près finalisé en 2005. On a une première tentative première réforme entre 2008 et 2013. Et c'est là qu'on a l'Agence européenne pour l'asile qui est créée, d'ailleurs. Et puis ensuite, une tentative, pour le coup, de refonte entre 2015 et 2019, en réalité 2019-2020, qui va échouer, même si un accord va être trouvé sur certains textes. Et donc cette tentative-là a été ensuite reprise par la dernière commission, pas celle qui vient d'entrer en service, mais celle d'avant, en 2020 avec le nouveau pacte pour la migration et l'asile. Donc qui, lui, par contre, a été adopté cette année. Donc c'est quand même pas mal de changements pour le droit d'asile et pour les questions de migration aujourd'hui en Europe. Ma recherche n'a pas du tout... En fait, j'ai terminé mon terrain avant l'annonce du nouveau pacte. Donc du coup, je ne vais pas parler du nouveau pacte, tout simplement. Par contre, on peut en discuter si vous avez des questions, etc., parce que c'est évidemment quelque chose de très intéressant. Mais pour moi, je m'arrête vraiment avant, quoi. On va dire fin 2019, début 2020. Voilà. Alors, au niveau des données, de manière assez brève, mais juste pour que vous sachiez à peu près sur quoi je me base, j'ai mené une enquête de terrain de 2019 à septembre 2020. Septembre 2020, voilà, je suis arrivée à Bruxelles en janvier 2020 pour faire mon enquête de terrain. Je suis allée à une réunion au Parlement européen, c'était super. Et puis après, il y a eu le confinement. Donc, en termes d'observation, j'ai fait un peu d'observation, notamment en ligne, mais c'est pas ça. Honnêtement, c'est vraiment, je pense que s'il y a un point faible quand même de ce projet de recherche, ça a été que sur la question de l'observation en fait en personne, etc. Ça a été vraiment quasiment impossible, surtout les premiers mois où, je ne sais pas si vous vous souvenez quand même, mais il y a vraiment eu une interruption quand même de beaucoup de choses. Ensuite, on a recommencé avec les Zooms, avec les Teams, etc. Mais les premiers mois, c'était vraiment... il n'y avait plus grand-chose qui se passait. Voilà. Mais à part cette période d'observation, j'ai également un corpus documentaire, donc avec beaucoup, notamment les minutes des débats au Parlement européen sur certains de ces fichiers, des rapports, et puis surtout, une source très intéressante, c'est celle des newsletters qui sont produites par le principal lobby LGBT au niveau européen, qui s'appelle ILGA Europe maintenant. Et donc, du coup, on a ces newsletters qui existent depuis 1992. Et grâce au travail d'un militant, elles sont toutes en ligne. Donc, si vous faites des recherches sur ce genre de sujet, c'est vraiment une source d'information vraiment très, très riche.
à l'époque, elles n'étaient pas vraiment en ligne, c'était un peu compliqué pour les retrouver, mais maintenant, elles sont toutes, voilà, sont toutes scannées et disponibles. Donc, c'est vraiment un super matériau de recherche pour moi. J'ai également fait des entretiens semi-directifs avec 72 personnes qui étaient, on va dire, investies dans cette question de l'asile LGBT au niveau européen. Donc, des gens du Parlement, à peu près tous les groupes politiques représentés, sauf un, il me semble, c'était ECR, qui n'a pas répondu à mes sollicitations, mais j'avais eu les autres partis, on va dire, d'extrême droite, notamment ID, ils m'avaient répondu, j'avais fait des entretiens. La Commission et l'Agence européenne pour l'asile, et puis ensuite des acteurs associatifs, donc que ce soit des militants qui opèrent au niveau européen, principalement à Bruxelles, ou des associations locales, mais qui sont insérées, en fait, dans cette sphère européenne, qui sont connectées notamment parfois avec les lobbies en question. Et puis des experts, donc notamment des chercheurs qui avaient joué un rôle important quand même dans la manière dont ça a été construit progressivement. Voilà. C'est une recherche qui est très qualitative. Je pense qu'il n'y a pas forcément de vocation à faire on va dire, à généraliser certains résultats, etc. Je suis plus intéressée vraiment par comment ça s'est, en fait, comment les choses se sont passées d'un point de vue sociologique, d'un point de vue historique, d'un point de vue sciences politiques, évidemment. Mais il ne s'agit pas d'en tirer forcément des apports théoriques. Enfin, on peut en discuter une fois de plus, mais je crois que c'est pas... En tout cas, à ce stade, c'est plus vraiment ce que je souhaite faire. Il y avait une dimension pendant ma thèse, évidemment, il y a toujours une dimension théorique. Aujourd'hui, je pense que je suis plus centrée aussi sur vraiment l'apport concret à cette histoire, en fait, de la fabrique des politiques publiques LGBT au niveau de l'UE, et je crois que c'est ça que je peux essayer de ce à quoi je peux essayer de contribuer aujourd'hui. Dans la présentation, je vais beaucoup me centrer sur le corpus documentaire et les entretiens, mais je vais aussi quand même parler un petit peu de... Ah oui, je ne l'ai pas mentionné, de ce questionnaire en ligne que j'avais mené auprès des associations qui opèrent dans les États membres et qui soutiennent, qui accompagnent des demandeurs d'asile LGBT aujourd'hui. Donc c'est un questionnaire que j'avais aussi fait en parallèle, notamment pour pallier Covid dans une certaine mesure, et qui a apporté des résultats, on va dire aussi un point de vue intéressant sur le sujet. Voilà. Alors, la présentation est structurée de manière assez simple, en réalité. D'abord, je vais m'intéresser à la mise à l'agenda, réellement, donc une double mise à l'agenda. Mise à l'agenda des questions d'asile au sein du mouvement LGBT, parce que ça aurait pu être l'inverse, hein, ça aurait pu être les questions LGBT au sein des mouvements de droit des étrangers. Moi, au niveau européen, j'ai plutôt observé une mise à l'agenda de l'asile au sein des associations LGBT. C'est peut-être pas vrai au niveau national, par exemple, mais au niveau européen, c'est ce que j'ai pu voir. Puis ensuite, la question de la mise à l'agenda de l'asile LGBT au niveau européen. Donc, comment on transfère ces demandes-là auprès des institutions européennes. Je vais passer très brièvement sur une période charnière qui se situe entre 2008 et 2013, mais ce sera vraiment bref. Parce que j'aimerais ensuite terminer vraiment sur, on va dire, des dynamiques un peu plus actuelles, donc avec un double mouvement de surpolitisation des questions d'asile LGBT, notamment au Parlement européen, etc., et de dépolitisation en parallèle de celle-ci. Et donc, pour voir aussi peut-être en quoi ça questionne le renouvellement de la participation publique, en fait, aux politiques européennes. Voilà, donc, c'est par la partie. Donc moi, quand j'ai commencé cette recherche, on m'a dit « Ouais, non, mais en termes d'histoire, quand même, tout ça, c'est vachement récent. » C'est à partir vraiment de 2015-2016 qu'on a eu des mobilisations. Il y a eu peut-être des choses un peu avant, mais bon, c'était un peu marginal. Voilà. C'est vraiment le gros de la mobilisation sur l'asile LGBT. C'est la crise de l'accueil de 2015-2016. C'est là que ça devient pertinent. Voilà. Et en fait, c'est faux. Voilà. D'un point de vue vraiment factuel, c'est pas vrai. Les mouvements LGBT se sont intéressés à la question de l'asile et des migrations très tôt. Et en réalité, quand on regarde le prédécesseur de l'ILGA, donc l'IGA, International Gay Association, leur première conférence annuelle, en 1979,
on a dans le rapport de cette conférence annuelle des choses sur l'Asie, sur les migrations, que je vais vous montrer un petit peu plus loin dans les slides. Donc, dès en fait la fin des années 70, à minima, on a cet intérêt au sein des mouvements LGBT pour les questions d'asile. Et de manière intéressante, c'est aussi un intérêt qui est cadré vraiment en termes de solidarité internationale, de dire on est persécuté, en réalité on est opprimé aujourd'hui dans tel ou tel pays, et il y a d'autres personnes dans d'autres pays autour du monde qui sont également opprimées, et donc on va documenter cette oppression, on va dire globale, et on veut en fait être solidaire avec ces gens qui peuvent venir, qui peuvent demander une protection, etc. Donc, évidemment avec une ambivalence un petit peu de l'ordre de est-ce qu'on est sur un registre humanitaire? Oui et non. En même temps, il y a vraiment aussi une espèce de connexion avec leurs propres expériences vécues de violence, donc dans des pays européens. À l'époque, l'IGA, puis ensuite l'ILGA, c'est avant tout une manière pour les gens de se coordonner. C'est-à-dire que on envoie des infos, c'est diffusé dans les newsletters, et ça va permettre d'avoir des gens, par exemple, je sais pas, en France ou en Allemagne, qui vont contribuer à une campagne au Danemark. Voilà. Il y a une campagne de fax, par exemple, à un moment au Danemark, par rapport à 2 demandeurs d'asile gays qui allaient être expulsés. On a des formes de mobilisation qui peuvent être, on va dire, assez traditionnelles, c'est-à-dire que on va avoir des participations à des manifestations, on va avoir des campagnes, donc cette campagne de fax, moi j'adore l'idée d'une campagne de fax, je trouve ça super. Et puis on va avoir aussi des gens qui vont aller devant des ambassades, par exemple, voilà. Donc des choses, on va dire, assez, en termes de forme de mobilisation, assez traditionnelles, transnationales, pas supranationales. C'est-à-dire que l'Europe, c'est, si vous voulez, c'est un outil, mais c'est pas une finalité. Donc, on se sert des plateformes qui existent, qui émergent, mais c'est pas l'Union européenne qu'on vise en réalité. Donc là, je vous ai mis une image des Pink Books, donc il y en a 3. Et ça, c'est vraiment aussi, ça a été une manière pour l'IGA de créer une espèce de conscience, en fait, justement, des violences qui étaient vécues de par le monde par les personnes LGBT. Ce que j'ai trouvé très intéressant et que je ne savais pas du tout quand j'ai commencé cette recherche, tout simplement parce que c'est pas particulièrement documenté, c'est que les couples binationaux jouent un rôle hyper important, en fait, dans le maintien à l'agenda de ces questions d'asile, de migration. En réalité, c'est pas si surprenant que ça quand on regarde le niveau national. Par exemple, au niveau français, l'ARDIS, qui est donc une association qui soutient vraiment les demandeurs d'asile LGBT, à la base, elle s'occupait quand même beaucoup des couples binationaux. Elle était fondée par des couples binationaux, notamment. Donc, les couples binationaux, en fait, ils jouent un rôle vraiment très important puisqu'ils vont aller politiser quelque part leur vie de couple, leurs problèmes, tout simplement, à faire en sorte que les gens puissent rester sur le territoire. Et donc, on a notamment quelqu'un qui va être assez important qui s'appelle Mark Watson, qui en fait qui était officier d'immigration au Royaume-Uni, qui a fait des faux pour son copain de l'époque, qui a été condamné d'ailleurs, et qui a été ensuite assez important au sein de l'ILGA, à dire à chaque fois non mais les questions de migration, voilà, c'est des choses qui comptent, c'est des choses qui sont importantes. Voilà. Donc, il y a pas, on va dire qu'ils sont pas forcément directement, quand on parle de couples binationaux, c'est souvent des hommes gays. Ils sont pas forcément, le partenaire européen n'est pas forcément premier concerné, mais il y a quand même une relation un peu personnelle, quoi, à la cause. Voilà, ça c'est vraiment le tout début. Puis ensuite, ce qui va se passer, c'est vraiment, on va dire, milieu des années 90. On commence à avoir le traité d'Amsterdam, etc., qui commence à être discuté. Là, on va vraiment passer de l'idée de l'Union européenne ou de l'Europe comme outil à l'idée de l'Union européenne comme outil, mais aussi comme potentielle finalité. C'est-à-dire qu'on va s'en servir pour contourner les blocages au niveau national. C'est quelque chose qui est très documenté, notamment par David Paternotte, qui a fait des recherches sur l'ILGA à ce niveau-là, et c'est notamment dans les pays anglophones
On va aller chercher en fait à avoir cet impact via l'Union européenne pour contourner des blocages au niveau nationaux. Donc, on a un tournant aussi participatif au début des années 2000 avec notamment, moi, ce que m'avaient dit mes enquêtés, c'est que en fait, quand l'orientation sexuelle est inclue dans le traité d'Amsterdam comme motif de non-discrimination, vis-à-vis de la discrimination, il faut bien trouver des interlocuteurs à qui parler au niveau européen. Donc, on va aller chercher notamment ILGA, on va financer ILGA, et ça va permettre d'avoir cet interlocuteur qui est là, qui est prêt à faire des propositions, etc., etc. Donc, on a un mouvement vraiment de professionnalisation au sein de l'ILGA qui bénéficie en fait de ce nouveau statut, on va dire, d'interlocuteur privilégié auprès des institutions européennes. Donc là, je vous ai mis un extrait d'un entretien d'un militant de la première heure qui nous explique à quel point pour lui, ça a vraiment tout changé en réalité, à ce moment-là. Donc ça a tout changé et en même temps, ça change tout pour eux et ça les change eux. C'est ça qui est intéressant. Ça les change eux parce que il faut s'adapter au style européen. Et on ne peut plus vraiment parler de la même manière aux institutions européennes qu'on le faisait quand on échangeait simplement par newsletter pour faire des campagnes de fax. Ça ne marche plus exactement pareil. Donc on s'adapte à un style juridique, principalement. Je vais vous montrer ensuite vraiment un contraste qui je trouve qui est assez intéressant. Il y a aussi une intégration qui se fait dans l'écosystème européen et ça, c'est vraiment une condition pour se faire entendre. C'est-à-dire que oui, on est prêt à écouter ces voix-là, mais il faut quand même que ces voix soient d'abord audibles. C'est quand même la première chose. Donc, ils ne vont pas forcément renoncer à certaines revendications. Par contre, on va les recadrer. On va vraiment les recadrer dans un langage beaucoup plus juridique, beaucoup plus respectable, etc., etc. Et on a une relation qui est en fait beaucoup moins personnelle et de l'ordre de l'intime à la cause qui est portée. Et ça, je trouve que ce qui est une très bonne illustration, c'est justement la manière dont l'ILGA va parler des migrations dans ses propres newsletters. Donc au début, c'est vraiment les couples binationaux qui sont très importants. Et ensuite, on a cette période où, dépendant de ce qui est négocié, ça peut être l'un ou l'autre, etc. Donc ça, c'est plutôt jusqu'au début des années 2000. Ensuite, vous voyez qu'à partir du milieu des années 2000, le cadrage principal de la migration au sein des newsletters d'ILGA, c'est les questions d'asile. Et la question des couples binationaux a disparu quasiment complètement, en réalité. Donc, ils ont été très importants dans la mise à l'agenda, le maintien à l'agenda dans les premières années, mais ensuite, c'est beaucoup moins. Non. Et je vous ai mis aussi également cet extrait d'un autre militant qui m'expliquait que voilà, en fait, quand ils voient le régime d'asile européen commun, qu'ils se disent peut-être qu'il y a moyen de faire passer des choses à travers ces nouveaux textes, etc., etc. C'est aussi, on va dire, vraiment dans une optique un peu professionnelle, une fois de plus, de faire passer des choses, mais il n'y a pas de relation aussi directe, aussi intime à la cause qui est portée. C'est plus, on pousse les droits LGBT par principe, dans ces différents aspects, dans ces différents contextes, etc. Ça, c'est aussi pour vous montrer tout simplement le contraste en fait, qu'on peut avoir entre les premiers documents de l'IGA sur l'asile et puis ensuite, au début des années 2000, l'IGA Europe, c'est Position Papers sur les premières propositions de directives, de règlements au niveau européen. Donc le premier extrait, ça date de 1979. Agreements are to be asked to specify if gays are eligible for political asylum and if not, why not. Organizations are to create a register of potential spouses to married foreign nationals in order to gain security, residence, and rights of entry where applicable. On parle quand même de mariage blanc. Je veux dire, on est dans un rapport annuel d'une association, on parle de mariage blanc. Et moi, les militants que j'ai enquêtés, ils me disent, oui, j'ai eu tel ami qui a accepté de se marier avec mon compagnon, parce que, en fait, il n'y a pas d'autre solution. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on va promouvoir quand même de manière assez... en tout cas, on le dit de manière assez ouverte.
À côté, vous avez le position paper sur la réunification familiale, qui date de 2002, où là, vraiment, c'est beaucoup plus, voilà, c'est inacceptable parce que ça va institutionnaliser le traitement inégal des partenaires non mariés, la Charte européenne des droits fondamentaux, on considère que c'est discriminatoire, on fait on fait telle ou telle suggestion d'amendement, etc., etc. Donc là, on n'est plus trop dans le mariage blanc, c'est plus trop l'objectif principal. Et on a un style qui est aussi une manière d'écrire qui est complètement différente parce qu'on s'adresse, de fait, à des publics très différents. Voilà, donc pour résumer cette première partie, et je promets que la deuxième est plus courte, on a une cause qui est quand même d'abord portée par un petit nombre de militants LGBT, donc dans toute cette première phase, principalement des hommes gays, principalement des hommes blancs. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres mouvements qui ne s'intéressaient pas à ces questions-là, mais moi, en tout cas, ce que je vois, c'était surtout eux qui... En tout cas, ou alors on peut dire que c'est eux qui ont réussi à faire survivre la mémoire de leur action, ce qui est aussi une autre question. Ce ne sont pas des gens qui sont forcément des premiers concernés, mais ils ont quand même cette relation personnelle à la cause qu'ils portent. Et on a cette transition qui se fait progressivement du niveau national au transnational et puis ensuite au supranational. Et le cadrage en termes de solidarité qu'on va avoir au tout début va progressivement devenir un cadrage en termes de non-discrimination. C'est un cadrage qui est adapté, en fait, à la sphère européenne, notamment avec le traité d'Amsterdam. C'est un cadrage qui est aussi dans l'air du temps, on va dire, dans une certaine mesure. C'est un cadrage tout à fait acceptable, en réalité. Et puis, on va chercher à mainstreamer quelque part les clauses non discriminatoires dans tout un tas d'outils, en fait, de droits, de textes différents. Donc, c'est pas unique au mouvement LGBT et à l'asile LGBT. C'est quelque chose qui se passe vraiment au début des années 2000, qui est là, qui s'enclenche. Mais avec évidemment des limites, parce que quand on parle de non-discrimination, quand on parle de non-discrimination au sein du droit d'asile, on parle de non-discrimination entre qui? Entre étrangers LGBT et étrangers non LGBT. Et quand on parle des couples binationaux, on parle de non-discrimination entre les Européens qui sont en couple avec un étranger et les Européens qui sont en couple avec un autre Européen. En revanche, on ne va pas interroger la différence entre, justement, entre étrangers et Européens. Ces deux catégories-là, elles sont quand même bien posées, bien séparées, avec des droits différents, etc. Il y a même des limites à ce cadrage-là, même s'il est très efficace. Voilà. Alors, comme je vous disais, je vais passer vraiment très brièvement sur la première refonte du régime d'asile européen. Je veux quand même l'évoquer parce que c'est une charnière entre deux moments d'asile LGBT au niveau de l'Union européenne. Et là, on a en fait cette stratégie juridique, de la respectabilité, d'une certaine forme de sous-politisation, c'est-à-dire on politise, c'est important, c'est un sujet politique, l'asile LGBT, etc., mais on va pas chercher le scandale, quoi. On va rester sur un militantisme de dossier, de couloir, etc. Donc cette stratégie-là, elle va être poussée un peu à son maximum avec notamment des enquêtés qui m'expliquaient que, en gros, c'est justement parce que c'est intéressant aujourd'hui, ce serait plus du tout possible. C'est parce que, en fait, les négociateurs qui s'occupaient des questions de migration n'étaient finalement pas entièrement au fait des questions de genre et d'asile LGBT qu'on a pu faire passer des choses dans ces textes-là. Notamment, j'ai écrit un article là-dessus, notamment sur les droits trans. Donc, il faut savoir que le régime d'asile européen commun, c'est quand même la directive qualification, c'est quand même le premier texte européen qui dit dans un article, pas dans un récital, qu'en fait l'identité de genre existe. Voilà, c'est-à-dire qu'il reconnaît l'identité de genre. Et ça, c'est possible parce qu'en réalité, moi, ce que mes enquêtés m'ont expliqué, c'est que les oppositions, elles se faisaient sur les questions d'asile, de migration, etc. Et à la limite, ça avait été plus compliqué pour eux d'aller chercher leurs alliés, entre guillemets, objectifs, et de leur expliquer ce que c'était l'identité de genre et que non, c'était pas juste le genre et que c'était un peu, etc. Parce que
le risque, c'était qu'on leur enlève l'identité de genre parce que les gens ne savaient pas ce que c'était. Pas par opposition, en réalité. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant et qui aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, si vous dites identité de genre à l'extrême droite au Parlement européen, ils savent très bien de quoi on parle. Ça a un peu changé, on va dire ça comme ça. Donc ça se passe vraiment, on va dire, à la fin des années 2000. Et puis à partir du début des années 2010 et surtout du milieu des années 2010, on a vraiment un changement de donne qui va s'opérer, avec notamment au sein des acteurs qui poussent pour le droit d'asile pour les personnes LGBT, une crainte autour de la montée de l'extrême droite, une conscience de plus en plus forte des mouvements anti-genre, de leurs activités, puis en parallèle une crise des politiques d'asile qui donne quand même beaucoup de visibilité à ces sujets-là. Et donc, on va avoir un espèce de double mouvement un peu paradoxal, à la fois de surpolitisation de l'asile LGBT dans l'arène politique. Moi, je vous ai mis un extrait d'un entretien, pas d'un entretien d'ailleurs, d'un débat au Parlement sur un rapport qui parlait de genre au sein des migrations, avec une députée d'extrême droite qui donc s'y oppose de manière très franche et très forte. On parle d'une dictature morale, etc., etc. Donc, ça devient un sujet aujourd'hui au sein des instances politiques européennes. C'est quelque chose qu'on sait. En tout cas, on sait ce que c'est et on a un avis dessus, pour ou contre. Mais il y a une conscience de ce dont on parle. Et donc, on a ce mouvement de surpolitisation dans l'arène politique et en parallèle, quelque part, un mouvement de dépolitisation dans l'arène de la mise en application des politiques. Alors, quand je dis dépolitisation, je ne veux pas dire que ça devient plus politique, parce que généralement, une fois que quelque chose est devenu politique, c'est difficile de la faire devenir non politique à nouveau. C'est même impossible. Mais par contre, on va plutôt parler on va dire, de discours qui vont dire que voilà, qu'en gros, c'est comme ça et c'est pas autrement, que c'est le meilleur choix scientifique, rationnel, etc., etc. Donc, qui vont poser, on va dire, certains choix comme étant de l'ordre de l'inéluctable. Et pas de l'ordre du choix politique, en réalité. Donc ça, c'est quelque chose qui va être, on va dire, ce déplacement vers la question, vers l'arène de l'expertise, de la mise en application. C'est quelque chose qui est assez bien reçu par mes enquêtés, on va dire, actuels, qui sont actifs actuellement. D'une part, parce que ça permet de mettre en place le droit. C'est bien d'avoir des principes juridiques. C'est encore mieux s'ils sont appliqués. Et puis, ça permet aussi, il faut le dire, d'avancer malgré les oppositions. C'est-à-dire qu'on fait face à ces oppositions, etc. Mais en parallèle, on peut avoir ce travail qui continue à se faire dans des arènes, on va dire, périphériques, par exemple l'Agence européenne pour l'asile, sur la question d'asile LGBT. Donc l'Agence européenne pour l'asile, qui a été créée au début des années 2010, a vraiment joué un rôle très important là-dedans. Donc avec notamment des formations qui sont en place depuis sa création pour les officiers de protection qui opèrent au niveau national, pour ses propres officiers de protection. Et puis beaucoup de guidance, sur en fait simplement comment on fait de la recherche sur les pays d'origine pour les questions LGBT, comment on évalue ces demandes d'asile. C'est un corpus qui est très intéressant parce que c'est un corpus qui se veut positif, c'est-à-dire qu'il s'agit de dire partait quand même de loin. Hein. Il s'agit de dire aux officiers de protection non, demander des photos des actes sexuels des gens pour prouver qu'ils sont gays, c'est pas OK. Voilà. Ah oui, 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 au Royaume-Uni, dans les années 2000, c'était vraiment... Mais il y avait eu des tests aussi, il y a quand même eu à un moment des questions de tests phallométriques, je veux dire des choses vraiment... voilà, on peut regarder de la pornographie à quelqu'un et puis on regarde comment ça se passe. Hein, et pour voir si vraiment il est gay ou pas. Non, mais des choses vraiment très extrêmement violentes. Donc c'est très bien, toutes ces formations, je pense, et toutes ces consignes en fait, sur comment en fait, traiter ces demandes d'asile de manière à peu près respectueuse. Après, il faut quand même voir que c'est un corpus qui a une visée qui reste quand même normative, c'est-à-dire qu'il s'agit quand même de pouvoir identifier qui sont les vrais
demandeurs d'asile LGBT, qui sont ceux qui n'en sont pas, donc qui sont les faux. À quoi ça ressemble, un demandeur d'asile LGBT? Qu'est-ce que ça raconte comme histoire, un demandeur d'asile LGBT? Qu'est-ce qui est crédible ou pas? Donc c'est quand même un corpus qui a une visée qui reste extrêmement normative et qui aujourd'hui est, je trouve, beaucoup plus solidifié en réalité que lorsque les assos s'intéressaient à cette question-là au tout début en fait de leur militantisme, où il y avait encore un peu de flou en fait autour de tout ça. Là aujourd'hui, on a quelque chose qui s'est vraiment cristallisé sur qu'est-ce qu'un réfugié LGBT en réalité. Donc ça reste quand même intéressant ce processus de déplacement vers d'autres arènes, parce que, pour en revenir au cadrage, au recadrage de cette présentation, moi je trouve que ce que ça amène, c'est quand même une certaine forme de pluralisation des voix qui sont audibles au niveau de l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes ressources qui sont demandées pour si on veut aller faire du lobbying auprès de la Commission, ou si on veut faire partie du forum consultatif de l'Agence européenne pour l'asile. C'est pas le même staff, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas voilà. Et donc, par exemple, le forum consultatif de l'Agence européenne pour l'asile, je trouve qu'il est très intéressant parce que il comprend 63 membres, principalement des associations on va dire de la société civile, mais au niveau local. Et beaucoup de ces associations, en réalité, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, pour pouvoir accéder aux décideurs européens, il fallait passer par les lobbies. Il fallait passer par des représentants. Il fallait passer par ING Europe, il fallait passer par ECRE, il fallait passer par un tas d'acteurs dépendant des affinités de tout un chacun. Aujourd'hui, elles peuvent avoir un accès beaucoup plus direct, en réalité, notamment à l'Agence européenne pour l'asile, à laquelle elles peuvent soumettre des considérations, des demandes, etc., etc. Donc c'est intéressant. Et notamment un militant autrichien qui m'avait dit, voilà, nous, on est les gens du bas, et en fait, on pousse depuis notre petite position en bas pour des changements en haut. Et pour nous, l'Agence européenne pour l'asile, elle est importante dans ce processus. Donc je trouve que c'est assez intéressant, ce phénomène de pluralisation. Après, la question que je me pose, et ça c'est quelque chose qui est encore en cours d'élaboration dans ma réflexion, c'est quels sont les risques qui sont engendrés par cette reconfiguration. Parce que, alors d'une part, un risque que j'avais identifié dans ma thèse, c'était celui d'une cooptation de ces associations dans la production d'une certaine forme d'expertise, qui est une fois de plus un corpus normatif, qui a pour visée de savoir si oui ou non on laisse les gens rentrer sur le territoire européen, est-ce qu'ils sont éligibles pour la protection ou pas. Donc je veux dire, elles sont cooptées dans ce processus-là. Est-ce qu'elles s'en rendent compte? Elles ne sont pas naïves. Est-ce qu'elles s'en rendent compte à quel point c'est le cas? C'est une autre question. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait parfois une forme d'enthousiasme chez certaines de ces associations quand elles avaient pu justement se faire entendre au niveau de l'agence, qui est assez différent, on va dire, des vieux routards du lobbying européen qu'on va avoir à Bruxelles, qui sont peut-être aussi un peu plus conscients parfois de certaines relations hiérarchiques qu'ils peuvent avoir avec les décideurs politiques. Et la deuxième question que je me pose, qui par contre n'avait pas vraiment été étudiée dans ma thèse, c'est est-ce que ça participe quelque part à un mouvement plus général de ce que Alvaro Oleart, qui travaille à l'ULB, appelle un pluralisme des intermédiaires. C'est-à-dire que voilà, c'est la démocratie, on écoute une pluralité de voix, etc., etc., mais c'est quand même mieux si on n'est pas trop dans le conflit. Donc on va aussi aller chercher de manière beaucoup plus directe ces petites associations, etc., qui peut-être ont un peu plus de mal à porter du désaccord de manière frontale, etc. Donc est-ce qu'on arrive à une forme de démocratie sans politique, c'est-à-dire une démocratie qui cherche à éviter justement la représentation structurée, organisée des intérêts? Est-ce que c'est une forme de grassroots washing dans une certaine mesure? Parce que en fait, la question, c'est est-ce que ce que ces associations apportent, est-ce que les institutions sont prêtes à l'entendre en réalité? Ou est-ce que les choix sont déjà faits?
Et ça, pour moi, c'est pas tout à fait clair, en réalité. Mais on va dire que c'est quelque chose sur lequel je réfléchis en ce moment, qui est quand même en tension avec une partie de mon analyse au niveau de ma thèse, où j'avais pu montrer que, bah, en fait, justement, à travers ce questionnaire, ces associations locales, je trouvais qu'elles apportaient un discours alternatif sur l'asile LGBT. Pas parfait, pas, voilà, il ne s'agit pas de donner des bons points militants ou pas militants, etc., mais alternatifs, différents, et qui pouvaient être intéressants, en réalité, au niveau européen. Donc, je vous avais mis ceci, sur lequel je vais passer très rapidement. Tu fais attention au temps? Ouais, bah oui, je suis censée, ça fait 40 minutes, c'est ma dernière slide. Et donc, du coup, ça, c'est on voit pas très très bien, mais c'est le questionnaire que j'avais soumis à ces associations. Donc, j'avais eu 66 réponses d'associations basées dans 21 pays différents. Et autant je trouvais que la manière dont c'était cadré la question de l'asile LGBT au niveau de l'Union européenne, avec une structure un peu en silo qui finalement est assez typique de l'action publique européenne, autant les associations, il y avait vraiment, donc là vous voyez sur les expériences, enfin, sur les problèmes auxquels faisaient face les demandeurs d'asile, je veux dire, ils rapportaient littéralement tout. Enfin, je veux dire, les LGBT-phobies, le racisme, le sexisme, les questions de discrimination sur la base de la religion, sur la base de la santé, puis surtout vraiment les questions de langue, d'éducation, de pauvreté, qui en fait ne font pas partie du débat sur l'asile LGBT au niveau européen, ou très peu, mais vraiment sur la question LGBT. Mais eux, ce qu'ils me disaient quelque part quand je leur demandais bah, qu'est-ce qui est le plus important pour vous, ça se voit aussi dans le deuxième celui tout en haut à droite, je leur demandais si vous rencontrez des difficultés dans votre travail, à quoi sont-elles liées ces difficultés? Est-ce que c'est d'abord LGBT? Est-ce que c'est d'abord migration? J'ai mis un choix binaire, comme ça les forçait un petit peu. Évidemment, les trois quarts ont mis autre, les deux. Les trois quarts, non, un bon quart, ceci dit, un bon tiers. Et même ceux qui avaient, comment dire, qui avaient accepté le choix binaire m'avaient mis migration avant LGBT. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est pas du tout le discours qu'on va pouvoir avoir au niveau des institutions. Et c'est un discours qui, quelque part, nous dit aussi que les demandeurs d'asile LGBT, quelque part, c'est des demandeurs d'asile presque comme les autres. Enfin, je veux dire, ils font face à tout un tas de choses auxquelles font face les demandeurs d'asile de manière générale. Et ça, c'est pas forcément quelque chose que j'ai vu être porté, justement, au niveau de l'Union européenne, en tout cas, pas de manière aussi franche. Par contre, c'est des associations qui se mobilisent très peu au niveau transnational, c'est-à-dire qu'on va faire partie de membres, former de membres de réseaux, etc., mais on ne va pas forcément s'organiser pour se mobiliser, etc. Donc, voilà, je suis un peu ambivalente, on va dire, du coup, sur cette question du forum consultatif, par exemple, de l'Agence européenne pour l'asile. Est-ce qu'il permet de faire entendre cette vision-là? Oui. Est-ce que ça change quelque chose? C'est une autre question. Voilà. Donc, je vais conclure rapidement. Donc, j'espère en tout cas, avec cette présentation, avoir pu montrer que souvent, on a tendance à penser que l'asile LGBT, c'est avant tout une politique symbolique. C'est-à-dire qu'il s'agit de montrer que voilà, on est les bons Européens qui développons ces choses-là parce qu'on est progressiste. Parce que voilà. Moi, j'espère avoir montré en tout cas que il y a eu des discussions qui ont commencé bien avant, que c'est une cause qui a été portée par des militants il y a bien longtemps, et qu'en réalité, l'effet d'entraînement, on va dire, institutionnel, il est assez récent. Ça se fait au cours des 10 dernières années, à peu près, je pense, 10-15 dernières années. Et ce sur quoi j'aimerais peut-être m'interroger, c'est à quel point c'est aussi un révélateur, à une petite échelle, hein, de la transformation en fait, de la participation publique au processus décisionnel européen. Donc des évolutions au sein du qui, puisque ce sont les militants, parce qu'aujourd'hui, les militants de la première heure ne sont plus ceux qui sont aujourd'hui dans le forum consultatif, par exemple. Des évolutions au sein du comment. Est-ce qu'on fait du lobbying à pas feutrer parce qu'on a des entrées, etc. Ou est-ce qu'on est sur autre chose à travers le forum consultatif? Donc, participer à des réunions en ligne, enfin bon, des papiers, de l'expertise, etc. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment en fait on cherche à faire changer les choses? Puis aussi des évolutions en termes d'impact. Et ça, c'est vraiment la question que je laisse, je pense, ouverte en réalité. À ce stade, c'est sûr qu'on a des canaux de participation qui sont plus nombreux, qui sont plus accessibles.
Les résultats qu'ils produisent, je pense que ça doit rester une question ouverte, en tout cas pour le moment. Voilà. Merci beaucoup.